Alors, bonjour tout le monde. Et merci de m'accueillir. Merci au GEPA. Merci à tout le monde de m'accueillir. Je suis contente d'être ici pour vous présenter donc ma recherche de doctorat qui est intitulée Ajustement dans la collecte de récits de vie d'adolescents confrontés avec la loi. Donc, c'est une présentation qui concerne les aspects méthodologiques de ma recherche, de mon travail de terrain. Donc, ici, quand on parle d'adolescents confrontés avec la loi, on parle ici de la délinquance, des adolescents considérés comme délinquantes. Est-ce que c'est... Désolée. J'appuie dans le mauvais sens. Donc, on parle ici de délinquance au féminin. Et quand on parle de délinquance au féminin, c'est un aspect qui est beaucoup plus minorisé, disons minoritaire, par rapport à la criminalité masculine. Dans le monde, on compte, concernant le taux de criminalité chez les femmes, c'est des taux qui vont varier entre 10 et 20%. Et c'est à travers le monde. Je donne ici quelques exemples. 18% en France, 14% au Québec et 8% au Sénégal. Et donc, on voit bien que c'est un phénomène qui est assez minoritaire. Moi, je ne m'intéresse pas aux conduites délinquants. Je vais plus m'intéresser à l'expérience délinquante et judiciaire, donc les adolescents confrontés avec la loi, dans un contexte de contrôle social à Dakar, au Sénégal. Alors, le sommaire de la présentation, je vais d'abord faire un bref survol de la problématique, de l'objectif et de la méthodologie que j'ai employée avant d'aller développer au niveau des défis de la collecte de données, des ajustements que j'ai eu à opérer, et terminer avec, en montrant que ces défis et ajustements sont très intimement liés. Alors, pourquoi je me suis intéressée à la délinquance, aux adolescents confrontés avec la loi? C'est parce que justement, elles sont en minorité. On l'a dit tout à l'heure, le traitement pénal, le traitement judiciaire, le contrôle pénal est réservé habituellement aux hommes. Et ce qui fait qu'il y a moins de délinquance chez les filles. Et on part de l'hypothèse qu'il y en a moins parce qu'elles sont supposées être calmes, douces, passives et donc moins violentes. Et c'est ce qui a amené au fait qu'on estime qu'elles sont donc doublement incriminées par la loi parce qu'elles ont commis une infraction ou supposées avoir commis une infraction, mais elles sont aussi doublement incriminées aussi parce qu'elles ont outrepassé une représentation sociale qu'on se fait de la fille. Donc, l'image qu'on se fait dans la société constitue la deuxième incrimination. Et c'est ça qui est à la base de la théorie du traitement différentiel par la justice, par les personnels judiciaires. D'un côté, on va avoir un plus grand souci de protection des filles, de manière générale, parce qu'elles sont des filles, mais on se rend compte aussi que de l'autre côté, on va aussi avoir plus de discrimination, plus de sévérité, surtout pour celles qui sont allées jusqu'au bout du processus pénal. Et donc, sur cette base, moi, je me suis fixée comme objectif de mettre en lumière, à partir du récit des parcours de vie des adolescents confrontés avec la loi, la manière dont les dispositifs formels et informels de contrôle social vont agir à leur endroit et les implications que ces adolescents vont donner à cette expérience. Alors ici, je parle des dispositifs formels qui sont donc la justice, l'école, mais je m'intéresse aussi aux dispositifs informels qui partent de la socialisation familiale, par exemple, ou extra-familiale avec les pères. La méthodologie que j'ai adoptée est qualitative avec une approche d'inspiration ethnographique. J'ai donc fait une immersion dans les services éducatifs de la justice des mineurs à Dakar. J'ai pu collecter 15 récits de vie avec des adolescentes en conflit avec la loi. À côté de ça, j'ai aussi fait des entretiens privilégiés avec des personnes informatrices clés, comme des parents des adolescentes, des personnels judiciaires, des personnels éducatifs et sociaux, mais aussi des acteurs communautaires. Alors, les défis du travail de terrain, j'en ai relevé 3 ici pour cette présentation, la définition du conflit avec la loi, l'utilisation du support écrit de la recherche et la crise politico-judiciaire. Alors, d'abord, pour la définition du conflit avec la loi, selon la justice des mineurs au Sénégal, les mineurs qui sont en conflit avec la loi, ce sont ceux qui ont traversé le processus pénal depuis l'arrestation jusqu'à la poursuite, jusqu'à la condamnation et quelquefois même jusqu'à l'incarcération. Alors que dans mon entendement, la définition
pour moi, c'est oui, les filles qui ont traversé tout ce processus pénal, mais également celles qui sont soupçonnées ou convaincues d'avoir commis une infraction. Donc ça, c'était le premier défi. Le deuxième défi, c'était au niveau de l'utilisation du support écrit pendant le terrain. Donc, j'ai utilisé une affiche de recrutement que les personnels sociaux des services sociaux devaient afficher dans les locaux et qui devaient remettre aussi aux adolescents qui correspondaient aux critères que j'avais précisés. Alors, ce qui s'est passé, c'est que après 2 mois de terrain, je n'ai reçu aucune réponse de participation. Alors, vous imaginez mon stress à ce niveau-là. Le travail a commencé, la collecte a commencé en décembre et jusqu'en février, je n'ai reçu aucune réponse de participation. Je vais expliquer après l'ajustement que j'ai dû faire. Alors, l'utilisation du support écrit, ça concerne aussi les formulaires d'information, de consentement, d'assentiment. Et là aussi, j'ai eu des résistances, des réticences lors des premières rencontres, après que j'ai survolé le premier défi. Le premier parent que j'ai rencontré regardait d'un air un peu craintif les formulaires que j'avais dans la main. Donc, j'ai décidé pour les autres de ne pas avoir de formulaire à la main et d'expliquer oralement la recherche et d'attendre qu'ils aient accepté avant de leur sortir le formulaire de consentement et le formulaire d'assentiment. Mais même là, quand j'ai sorti le deuxième parent, quand j'ai sorti le formulaire de consentement pour ici, alors qu'il avait accepté, il s'est retiré, il a refusé en disant « Ah, mais non, il faut voir avec ma fille. » Et bien sûr, la fille a refusé quand elle a vu la réaction de son parent. Donc, ça, c'était le deuxième défi. Et le troisième défi, c'est la crise politico-judiciaire. Alors, au Sénégal, on a traversé une crise entre avril et juin 2023. Il y a eu des manifestations politiques parce qu'il y a eu un opposant, un plus grand opposant au régime qui a été poursuivi, arrêté, et qui, à chaque fois qu'il était convoqué par la justice, il y avait d'énormes manifestations. Donc, ça a quand même créé un gros chaos, disons, dans le pays. Il y avait des répercussions au niveau social. La ville était paralysée lors de ces manifestations. Mais le plus grand défi, c'est que c'est la justice qui était incriminée dans ce conflit-là. La justice qu'on a accusée d'être avec le pouvoir exécutif pour justement créer ce conflit avec l'opposant. Et donc, ça a occasionné une interruption de mon travail de terrain qui a repris en juillet. Autre gros stress. Donc, face à tous ces défis, il a fallu faire des ajustements. J'ai choisi d'élargir les cibles et les zones d'enquête, de prioriser les contacts par téléphone lors du recrutement et de m'adapter à tous ces imprévus que je viens d'évoquer. Alors, l'élargissement des cibles et des zones d'enquête est par rapport à la définition du conflit avec la loi. J'ai donc intégré, oui, les adolescents en conflit avec la loi dans les critères d'inclusion, mais j'ai aussi élargi avec une autre catégorie qui existe aussi au Sénégal, c'est qu'on appelle les adolescentes en danger, c'est-à-dire c'est des adolescentes pour lesquelles on a peur qu'il y ait des situations de compétition qui vont entraver leur développement, leur sécurité. Et c'est une procédure volontaire, ce sont les parents qui vont choisir d'aller demander une assistance, ce qu'on appelle une assistance éducative. J'ai donc choisi d'intégrer ces adolescentes-là dans les critères d'inclusion, ces adolescentes en danger qui ont commis, bien qui sont soupçonnés, bien convaincus d'avoir commis une infraction. Ça me permettait d'avoir un peu plus de participants potentiels. Mais j'ai choisi aussi d'élargir au niveau des zones d'enquête. J'avais choisi, vous voyez dans la carte de la région de Dakar, j'avais choisi 3 départements sur 4. Le dernier, le département que l'on voit le plus à droite, en jaune, beige, moutarde, je ne sais pas comment, en fait. C'était le 4e département, il est semi-rural, il est plus étendu, il y avait beaucoup moins de mineurs en conflit avec la loi. Je l'avais dans un premier temps éliminé et je m'étais centrée sur les 3 départements. Et finalement, quand je n'ai pas eu beaucoup de participants, j'ai choisi de faire le terrain sur les 4 départements. Ensuite, pour les modes de recrutement, j'ai choisi de travailler avec les personnels socio-éducatifs d'une autre manière et de les contacter, de leur demander de contacter par téléphone les parents d'adolescents, de leur expliquer la recherche et de leur demander si c'était d'accord de discuter avec moi de la recherche. Et à ce moment-là seulement, le personnel socio-éducatif me contacter, me donner les contacts des parents et je pouvais les appeler aussi par téléphone pour leur expliquer la recherche. Et là, c'est quelque chose qui a vraiment été comme une sorte de déclic, ça a beaucoup plus marché
parce qu'au téléphone, je pouvais leur expliquer la recherche, je pouvais installer quand même un premier contact, un lien de confiance. Et ça a quand même dénoué le stress que j'avais. Et une fois que le parent était d'accord, je recueillais l'assentiment de l'adolescente. Et à ce moment-là seulement, je prenais rendez-vous pour l'entretien. Pour l'adaptation aux imprévus du terrain, le constat, c'est que j'ai rencontré peu de magistrats, je l'ai dit tout à l'heure, à cause de la crise qui impliquait la justice. J'en ai rencontré 3. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi d'élargir, pour compenser un peu, choisi d'élargir les entrevues, d'augmenter les entrevues avec les personnels éducatifs et sociaux. J'en avais prévu 4, j'en ai finalement fait 6. Avec les parents, j'en avais prévu 2, j'en ai finalement fait 7. Et j'ai aussi choisi d'ajouter des acteurs communautaires qui collaborent avec la justice des mineurs pour aussi les intégrer dans les entrevues semi-dirigées. Et donc, ce que j'ai remarqué dans mon terrain, c'est que les défis étaient beaucoup plus liés au contexte du terrain, le contexte légal, concernant la définition du cadre du conflit avec la loi, le contexte judiciaire, socioculturel, avec la difficulté des supports écrits, et le contexte politico-judiciaire. Et j'ai remarqué aussi que les ajustements étaient beaucoup liés à la posture de terrain que j'ai adoptée. Il m'a fallu faire preuve d'ouverture pour élargir les cibles, de souplesse pour choisir un autre mode de recrutement et m'adapter aussi au terrain avec les imprévus qu'il y avait. Donc ça semble dire que le contexte ne renferme que des défis, mais c'est beaucoup plus complexe que cela, parce que oui, le complexe peut aussi présenter des atouts. J'ai donné ici l'exemple des acteurs communautaires qui collaborent avec la justice des mineurs et que j'ai pu intégrer heureusement dans les participants. Et d'un autre côté aussi, la posture adoptée m'a servi pour pour faire des ajustements, mais ça peut aussi constituer un défi. Je donne ici l'exemple du fait de ma situation de doctorante au Québec. Donc, oui, je suis sénégalaise et résidente de Dakar, mais face au personnel socio-éducatif, mais aussi face aux parents et aux adolescents, je pouvais être comme une sorte d'étrangère parce que je vis au Québec. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus imbriqué que ça. Et donc, en somme, oui, les défis sont liés au contexte terrain d'études, oui, les ajustements dépendent un peu de la posture de terrain qu'on va adopter, mais il y a beaucoup plus d'imbrication les uns dans les autres. Donc, je termine avec une citation de Bita, qui est le prénom fictif qu'une des adolescentes a choisi. Elle a 17 ans. Alors, la citation n'a peut-être rien à voir avec le contenu que je viens de présenter, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Je vais terminer avec ça, la présentation. Elle disait qu'elle trouve que la punition est trop sévère pour nous, les mineurs. On nous arrête pour des choses insignifiantes et ça m'a traumatisée. Elle avait été poursuivie pour destruction de biens publics. Rien à voir avec les aspects méthodologiques, mais je vais terminer avec cette citation qui m'a marqué quand même. Je vous remercie.